18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. 29 novembre, journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Le souverain y appelle la communauté internationale à adopter une résolution qui visera de manière décisive et contraignante l'application immédiate d'un cessez-le-feu durable à Gaza. Séisme d'El Haouz, plus de 2 mois après le drame, l'opération de reconstruction des logements démolis a d'ores et déjà commencé. Sur le terrain, d'importants moyens et services techniques sont déployés. Nous allons découvrir dans un reportage les interventions des topographes à Adassil, commune Chichawa. De la musique également au menu de ce journal. Je vous invite aux premières loges d'un concert de musique arabe classique interprété par les choristes et instrumentistes de l'ensemble Ziryab. Des titres iconiques du répertoire de Mohamed Abdel Wahab, Abdel Halim Hafed ou encore Fayrouz célèbrent la finesse de la musique et l'art du verbe. Bonsoir, nous célébrons ce mercredi 29 novembre la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, M. Cheikh Niang. Le souverain y appelle la communauté internationale à adopter une résolution qui visera de manière décisive et contraignante l'application immédiate d'un cessez-le-feu durable à Gaza. Dans le message adressé au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Sa Majesté le roi a appelé la communauté internationale à adopter une résolution qui visera, de manière décisive et contraignante, l'application immédiate d'un cessez-le-feu durable à Gaza. L'aggravation du drame humanitaire à Gaza et l'acharnement contre les civils interpellent la communauté internationale, plus particulièrement les puissances agissantes et le Conseil de sécurité, organe onusien chargé du maintien de la sécurité, de la stabilité et de la paix dans le monde, a affirmé le souverain dans son message. Sa Majesté le roi a appelé à cet égard les puissances agissantes et le Conseil de sécurité à mettre de côté leurs dissensions pour œuvrer de concert à l'adoption d'une résolution qui visera de manière décisive et contraignante l'application immédiate d'un cessez-le-feu durable selon les règles du droit international et du droit international humanitaire. Le souverain a rappelé dans ce cadre les 4 priorités urgentes définies par Sa Majesté le roi pour faire cesser le massacre de vies humaines. Premièrement, induire une désescalade urgente et concrète, mettre fin aux agressions militaires, pour aboutir à un cessez-le-feu durable et vérifiable. Deuxièmement, garantir la protection des civils de sorte qu'ils ne soient plus pris pour cible conformément au droit international et au droit international humanitaire. Troisièmement, permettre l'acheminement fluide et en quantité suffisante des aides humanitaires au profit des populations de Gaza. Quatrièmement, projeter une perspective politique pour la question palestinienne de nature à relancer la solution à 2 États. La dernière escalade, a souligné Sa Majesté le roi, est la conséquence inéluctable de l'absence de tout horizon de règlement politique de la question palestinienne, alors même que cette perspective est la clé de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région. Elle est également le résultat de la multiplication méthodique de pratiques extrémistes israéliennes, d'initiatives unilatérales et d'actes de provocation récurrents à El-Quds, a ajouté Sa Majesté le roi, notant que ces agissements ne peuvent que compromettre les efforts d'apaisement et saper les initiatives internationales visant à mettre fin aux tensions et à sortir du cercle vicieux de la violence. Le souverain a relevé que les représailles militaires israéliennes dans la bande de Gaza ont mis en évidence de flagrantes violations des dispositions du droit international et du droit international humanitaire, réaffirmant à ce propos son rejet et sa condamnation de toutes les exactions commises, de la politique de punition collective, de déplacement forcé, de toute tentative visant à imposer un nouveau fait accompli. La bande de Gaza fait partie intégrante des territoires palestiniens et de l'État unifié de Palestine, a réitéré Sa Majesté le roi, qui a insisté sur la nécessité de faire bénéficier les frères palestiniens dans la bande de Gaza
des secours qui doivent leur parvenir en quantité suffisante et sans entrave de manière sûre et durable. Le souverain a, dans ce contexte, rappelé l'envoi par le Maroc d'aide humanitaire d'urgence au profit de la population dans la bande de Gaza, précisant qu'il s'agit d'une contribution du Royaume aux efforts de secours et d'assistance fournis par la communauté internationale. En dépit de cette situation sombre et de l'absence de perspective d'un règlement du conflit au Moyen-Orient, Sa Majesté le Roi affirme garder bon espoir que les membres de la communauté internationale mutualisent leurs efforts pour relancer le processus de paix, précisant que la paix, une option stratégique, est la seule voie qui puisse assurer sécurité et stabilité pour tous les peuples de la région et les protéger contre la spirale de la violence et des tourments de la guerre. Le souverain a assuré que la clé de cette paix réside dans la solution à deux États, issue réaliste convenue par la communauté internationale et dont la concrétisation passe impérativement par le processus de négociation. À cet égard, Sa Majesté le Roi a réitéré la position inébranlable du Maroc en faveur de la cause palestinienne juste et réaffirmé son soutien aux droits légitimes du peuple palestinien frère lié à l'établissement de son État indépendant ayant Al-Quds oriental comme capitale. Le souverain président du comité Al-Quds a insisté à nouveau sur la nécessité de préserver le cachet singulier de la ville d'Al-Quds et de ne pas altérer son statut juridique, civilisationnel, historique et démographique, car elle constitue un haut lieu spirituel de coexistence et d'entente entre les adeptes des trois religions monothéistes. Sur le terrain, le Hamas s'est dit prêt à prolonger de 4 jours la trêve dans la bande de Gaza et à libérer de nouveaux otages. Annonce faite pendant que les médiateurs internationaux tentent d'obtenir un arrêt durable des violences. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a notamment déclaré aujourd'hui à Bruxelles qu'il se rendait dans la soirée en Israël, notamment pour tenter de prolonger la trêve. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion ministérielle au siège de l'OTAN. Dossier du Sahara marocain, les soutiens à la marocanité du Sahara et au plan marocain d'autonomie se multiplient. Dans une nouvelle motion adoptée hier, le Sénat colombien apporte un appui sans équivoque à l'intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté sur son Sahara. Les sénateurs colombiens y réitèrent le rejet catégorique des représentants légitimes du peuple colombien à la décision mal avisée du gouvernement actuel d'établir des relations avec la pseudo-raste. La motion qui a été entérinée par les sénateurs issus de 9 partis politiques parmi les plus importants en Colombie, dont 2 font partie de la coalition gouvernementale, fait suite à celle adoptée en octobre 2022. Les signataires y affirment rejeter catégoriquement l'établissement de relations diplomatiques avec le mouvement séparatiste du Polisario et l'autoproclamée République arabe sahraouite démocratique et plus encore la présence en Colombie de son prétendu ambassadeur. Mise en œuvre de la régionalisation avancée, la Cour des comptes a rendu public un rapport relatif à la mission thématique de ce grand chantier. Cette mission thématique a porté dans sa première phase sur le cadre juridique et institutionnel de la régionalisation avancée, les ressources qui lui sont allouées et les mécanismes déployés pour sa mise en œuvre. Les développements avec Nisrina Ostar, Rachid Dikkan. Dans son rapport, la Cour des comptes a d'abord relevé le progrès réalisé dans le processus de mise en œuvre de la régionalisation avancée, processus caractérisé par la consolidation progressive du rôle des régions en tant qu'acteurs majeurs en matière de développement socio-économique intégré et durable. Un chantier d'une importance capitale qui a également renforcé le rôle des régions en tant que partenaires stratégiques de l'État pour la mise en œuvre des grands projets de développement socio-économique sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le choix de la thématique de la régionalisation avancée n'est pas fortuit. Il dénote de toute l'importance et de la place centrale qu'elle occupe sur le plan territorial et auprès de tous les intervenants et des acteurs concernés par ce chantier, ainsi qu'auprès des citoyens marocains de façon générale. D'ailleurs, Sa Majesté le Roi a toujours insisté dans ses discours sur la nécessité d'accélérer ce chantier pour le renforcement du développement socio-économique de notre Maroc et pour des régions prospères et une justice sectorielle pérenne.
Durant la période 2016-2022, les ressources financières allouées par l'État aux régions ont atteint 47 milliards de dirhams, une évolution très significative, note le rapport de la Cour des comptes. De même, l'effectif des régions s'est élevé à 865 fonctionnaires au niveau de l'administration. Dans le cadre des grandes orientations des tribunaux financiers, nous avons assisté à l'émergence d'une nouvelle approche qui est liée aux projets structurants et aux chantiers titanesques en cours au Maroc. Des projets qui ont un fort impact sur le citoyen marocain et sur son quotidien et qui ont été intégrés dans l'agenda des travaux de notre Conseil sur plusieurs étapes et sur plusieurs années. Les prochaines étapes de cette mission thématique seront axées essentiellement sur les aspects relatifs à la fonction publique territoriale et sur le renforcement des capacités, à l'évaluation du programme de réduction des disparités territoriales et sociales, au financement territorial ainsi qu'à la promotion de l'investissement. Grève des enseignants. Le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Ben Moussa, a tenu hier une rencontre de communication avec les instances représentatives des associations des parents et tuteurs d'élèves. Une réunion qui intervient au lendemain de la décision du gel du controversé nouveau statut unifié des fonctionnaires de l'Éducation nationale. Décision actée lors de la réunion avant-hier lundi du chef du gouvernement avec les représentants des 4 syndicats du secteur. Le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports a affirmé à cette occasion que son département est déterminé à accompagner les élèves pour assurer le temps scolaire. Chakib Ben Moussa n'a pas manqué de mettre l'accent sur les efforts du ministère pour fournir un soutien pédagogique lors des prochaines vacances scolaires aux élèves qui le souhaitent, tout en garantissant les conditions propices pour le succès de cette opération exceptionnelle. Dans la province d'El Haouz, l'opération de reconstruction se poursuit. En plus des aides financières perçues, des dizaines de logements endommagés font déjà l'objet de travaux d'études topographiques. Pour cela, des équipes techniques sont dépêchées sur le terrain. Leur intervention au préalable est nécessaire pour une bonne étude des sols et des dégâts. Nous sommes à Dassil, commune de Chichaoua. Un des douars durement affecté par le séisme. Ici, l'heure est à la reconstruction. Entre ces ruines, topographes et architectes essayent tant bien que mal de se frayer un chemin. Leur mission est délicate et précise, la collecte de certaines données indispensables à leur travail, les superficies des maisons effondrées et d'autres informations géotechniques. Nous avons élaboré les plans topographiques de toutes ces bâtisses. Après cela, nous nous attelons à concevoir un plan qui servira à l'architecte pour établir l'ossature de bâtiments à reconstruire. C'est une étape réglementaire indispensable dans le processus de reconstruction. Le lancement des opérations techniques est synonyme d'avancement des travaux de reconstruction. De quoi redonner le sourire à ses habitants, impatients de retrouver un foyer sur ces terres de leurs ancêtres. Nous avons reçu 2 tranches d'aide en plus du montant alloué pour le relogement. Nous bénéficions aussi de certaines prestations gratuites qui tombent à point nommé. Nous avons hâte de retourner vivre là où nous sommes nés. Nous avons présenté les demandes d'autorisation à la commune et au Caïda. Des équipes de topographes sont en charge de la délimitation des zones construites. Ensuite, les architectes établiront les plans de nos maisons. Ces études géotechniques concernent toutes les zones affectées. En parallèle à cela, l'opération de recensement se poursuit. Des équipes sillonnent toujours les douars et les communes enclavées pour répondre aux doléances des habitants qui n'ont pas encore bénéficié de la phase d'aide déjà allouée. Direction Dubaï où s'ouvre demain la grand-messe du climat. Près de 200 États participent à cette COP28. Au centre des négociations figure notamment l'insuffisance des investissements dans les pays en développement.
Une problématique qui met en péril les efforts de réduction du réchauffement climatique. Selon un groupe d'experts de haut niveau des Nations Unies, cette COP28 devrait promouvoir un changement radical. Les experts déclarent que les pays en développement, à l'exclusion de la Chine, devraient consacrer quelques 2400 milliards de dollars par an aux énergies propres et à la résilience climatique d'ici 2030, soit 4 fois plus que les niveaux actuels. Au Japon, crash en mer d'un appareil militaire américain près de l'île de Yakushima, faisant au moins un mort. Cet appareil mi-avion, mi-hélicoptère comprenait 6 membres d'équipage. Les recherches d'éventuels survivants se poursuivent. Retour chez nous, la télémédecine s'invite au cœur de la première édition de l'International eHealth Forum. Quelques 50 exposants, 20 startups et plus de 120 intervenants nationaux et internationaux prennent part à ce conclave scientifique à Rabat. Des compétences marocaines et du monde ont répandu présent pour échanger autour des derniers développements de l'intelligence artificielle en médecine. Abdelali Iyad, Firdaus El-Harch et Zakaria Moqim Billah. À l'ère de la téléconsultation et de la télémédecine, des applications mobiles de santé, de la réalité virtuelle et augmentée, se pose la question de la réforme du système de santé national et de la digitalisation. Cette thématique d'actualité est au centre de la première édition de l'International eHealth Forum, l'occasion de partager les derniers développements du secteur de la santé à travers le prisme du health tech. Ce genre de manifestations ont l'occasion de pouvoir donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer. Beaucoup de startups ont exposé. Ce que j'ai vu dans les expositions est quelque chose d'extraordinaire. On voit des jeunes qui présentent des tablettes pour faire des échographies individuelles sans avoir à aller chez un spécialiste, au moins anticiper. Vous voyez des applications sur les smartphones. La raison de notre présence ici, premièrement, c'est pour soutenir le gouvernement dans la vision, effectivement, de la transformation digitale et surtout de la gestion du dossier du patient. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du projet de la couverture maladie pour tous les citoyens, le premier point crucial, il faut gérer le dossier du patient. Ce dossier du patient, il faut avoir un data center, un cloud. La réforme du système de santé et la généralisation de la protection sociale imposent des mesures concrètes pour faciliter la transition numérique. Une digitalisation qui vise à moderniser le système d'information tout en garantissant la sécurité des données. Nous avons une convention stratégique avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale et nous essayons d'adresser différents sous-secteurs liés à la santé qui constituent des données très sensibles. Dans un contexte particulier aujourd'hui qui est celui de la généralisation de la protection sociale et de l'assurance maladie obligatoire, la CNSS se doit d'accompagner ce mouvement-là et nous allons l'accompagner et le soutenir de manière très forte. 2 jours durant, les intervenants débattront de plusieurs thématiques relatives notamment à l'impact de l'intelligence artificielle sur la santé, ainsi que sur les moyens de choisir le bon système d'information. L'événement connaît la participation de 50 exposants, 20 startups et plus de 120 intervenants nationaux et internationaux. Place à notre escale quotidienne EFI-FM et focus sur les ateliers de l'Atlas. L'événement qui se tient en marge du festival présente pour sa 6e édition 16 projets en développement et 9 films en tournage ou en post-production. Les ouvrages sélectionnés sont issus de 11 pays. Ils représentent une variété artistique de genres cinématographiques. C'est un reportage signé Dominique Orlando, Abdelfatah Zouine et Youssef Mziani. Ils existent depuis l'année 2018. En l'espace de 5 ans, les ateliers de l'Atlas ont permis d'accompagner pas moins de 111 projets de films venus du continent africain, du monde arabe et du Maroc. Ce fut le cas entre autres pour les 2 longs métrages représentant le royaume dans la compétition officielle de cette édition 2023 du EFI-FM.
is that she had these portraits of these. Chaque année, nous lançons un appel à candidature autour du mois de mai, donc qu'on diffuse à travers différents canaux, notamment à travers nos médias, notre site web, nos réseaux sociaux, etc. C'est un appel à candidature donc pour les projets en développement. Donc c'est des projets qui sont au stade de l'écriture encore, ou des projets en post-production. Donc ce sont des films qui sont tournés et qui ont besoin de financement complémentaire pour achever leur post-production. Cette année, on a battu le record parce qu'on en a reçu plus de 320 en provenance d'Afrique et du monde arabe et du Maroc. Pour cette 6e édition des ateliers de l'Atlas, 16 projets en développement et 9 films en tournage ou en post-production seront soumis à l'approbation d'un jury. À la clé, une dotation totale de 126 000 € à partager en fonction des besoins de chacun des 8 lauréats. Cette année, j'accompagne un projet en tant que producteur. Je crois fortement à la réalisatrice du film et je crois fortement au potentiel du projet et à sa nécessité à être fait, à être partagé avec le public. Qui est-elle ? C'est Hind Bensari, c'est une documentariste marocaine et c'est son 2e long métrage documentaire. Les résultats concernant les projets finalement retenus seront divulgués demain jeudi dans l'après-midi. On imagine que la nuit sera longue pour tous ces jeunes cinéastes. Pour ceux qui seront primés, ces ateliers auront d'ores et déjà valeur de passerelle et aussi de reconnaissance. Et on enchaîne avec de la musique et ce concert arabe classique donné par la chorale Ziria Baraba. Des titres variés du répertoire de la chanson arabe ont ponctué ce spectacle au grand bonheur des amateurs de ce genre musical. Zakaria Moukin Billah et Boujama Lafawi. Des titres des plus connus du répertoire de la chanson arabe classique, interprété avec brio par les choristes et instrumentistes de l'ensemble Ziriab. Musiciens amateurs et professionnels, revisitent les œuvres de Mohamed Abdel Wahhab, Abdel Halim Hafid, Feyrouz et autres grands noms pour célébrer la finesse de la musique et l'art du verbe bien choisi. Nous avons la chance d'avoir pour directeur artistique le grand artiste Mohamed Ali. Ce chanteur chevronné est l'un des pionniers de la chanson marocaine, avec Ahmed El-Bedawi, Abdelkader Rachdi, Mohamed Ben Abdeslam et d'autres. Il nous encadre pour les chants arabes et le mouchahat. Les chansons patriotiques qui ont accompagné la marche verte sont également interprétées. Habib El-Jamahir et Eid Sahra. Le répertoire de la musique marocaine est aussi à l'honneur. Nous faisons beaucoup de répétitions pour présenter le meilleur de notre art. Nous espérons que la musique porte un message de paix et de tolérance en ces temps durs. Créée en 2016, l'association Zediev s'est assignée pour objectif de s'intéresser au répertoire de la chanson arabe classique et de la chanson marocaine. Un répertoire riche et diversifié que ses choristes et musiciens subliment à l'occasion des spectacles et des célébrations des fêtes nationales. Venons-en à cette nouvelle alerte météo. De fortes rafales de vent balayeront ce vendredi de minuit à 18h plusieurs régions du nord, de l'oriental et du sud du royaume. Prudence donc que le vent soufflera fort à Tétouan, El Hoceima, Chefchaouen, Guersif et Tata. Et avant de vous quitter, ces images impressionnantes qui nous viennent de Norvège, l'archipel de Svalbard, plus précisément, théâtre d'une prouesse réalisée par un kayakiste espagnol. Il s'appelle Año Cerasolces. Il a le mérite d'avoir sillonné un glacier avec son embarcation avant de se jeter dans une chute d'eau de plus de 20 mètres. Une vraie cascade glaciaire. Je vous laisse apprécier ces images extraordinaires.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.